Nous sommes le docteur Gambi Amadou, membre de la 7e promo du numéris clausus, médecin anesthésiste et réanimateur, président de la commission scientifique. Merci d'avoir participé au 28e édition du développement médical continu. Le réseau médical de la 7e promo du numéris clausus regroupe les membres de la 7e promotion du numéris clausus et nos objectifs principaux est l'émancipation médicale. C'est dans ce cadre que nous avons fait appel à la SARMI Mali, Société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence Mali, pour animer un thème transversal. Il s'agit là de l'envenimation par morsure de serpent. Il serait présenté par un de nos maîtres respectés, le professeur Koulibaly Mahamadou, maître de conférences agrégé, chef de service d'anesthésie et réanimation au centre hospitalo-universitaire mère-enfant le Luxembourg. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, Gambi. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À côté, notre invité d'honneur, il s'agit là du professeur Django Djibo Mahaman, chef de service des urgences au centre hospitalo-universitaire Gabriel Touré, chef de département d'anesthésie et médecine d'urgence au CHU Gabriel Touré, enseignant à la FMOS. Bonsoir, cher maître. Donc, à côté aussi, on a notre invité d'honneur, le président de la Société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du Mali, le coordinateur du DS Mali, chef de service de réanimation du centre hospitalo-universitaire Point G. Bonsoir, professeur Koulibaly Youssouf. Est-ce que le professeur Koulibaly est avec nous? Oui, bonsoir, docteur Gambi. Soyez les bienvenus. Merci. Merci à la SARMI Mali de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Donc, sans tarder, nous allons vous donner la parole. Vous allez faire la modération de cette séance. Avec invité d'honneur du modérateur. On vous laisse le soin de modérer la séance, professeur. Il fallait m'avertir que c'est la modération. Je croyais que c'était invité d'honneur, mais je ne savais pas que c'était modérateur. Ah, d'accord. Ben, avec plaisir, docteur. Donc, on va se rassurer si le professeur Django est avec nous. Avec plaisir. Allô? Est-ce que le professeur Django est avec nous? Ah ben, il va nous rejoindre, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, professeur Koulibaly, on vous laisse le soin de modérer cette séance. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. C'est un devoir et un honneur en même temps. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous, à vos titres et qualités, d'être là ce soir à 20h et quelques pour suivre ce TPU, cette formation continue, intitulée Envenimation par morsure de serpent, question d'actualité chez nous au Mali, au regard du nombre de cas à travers le monde. Et je crois que les plus graves arrivent toujours en service de réanimation. C'est pourquoi le choix d'un urgentiste, d'un réanimateur n'est pas fortuit. À ce titre, nous voudrons que le professeur Mamadou Koulibaly, chef de département d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du CHU Luxembourg de Bamako, partage avec nous ce qu'il a pu concocter par-ci par-là pour que prochainement la prise en charge soit plus diligente. Professeur Koulibaly Mahamadou, si vous avez la parole. Merci, cher maître, modérateur de session. À l'entame de nos propos, permettez-nous de remercier le réseau médical de la 7e promotion du numéris clausus de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de parler de ce sujet transversal que vous avez introduit et de nous avoir donné l'opportunité aussi de nous entretenir devant vous, chers maîtres, et puis devant cette belle assistance de 142 médecins qui sont en ligne présentement. Alors, sans plus tarder, nous allons dérouler notre plan de présentation qui va se dérouler comme suit. Après une introduction et quelques définitions, nous allons planter l'intérêt de cette présentation. Après, faire quelques rappels sur les types de serpents et les différents vénins avant d'entamer notre chapitre de physiopathologie qui nous permettra de comprendre les différents désordres que ces patients mordus vont présenter et aux urgences et en réanimation. Après, nous entamerons le chapitre de diagnostic qui sera positif, différentiel et de gravité. Et enfin, nous allons entamer le chapitre de prise en charge. En guise d'introduction, nous dirons que l'envenimation par morsure de serpent est un problème de santé publique de par sa fréquence de survenue et des complications qui y découlent généralement parce que les complications peuvent être dramatiques parfois. Au Mali et dans les pays à revenus faibles, ces conséquences sont parfois dramatiques parce que ça survient pendant la période hivernale et ça survient dans les campagnes qui sont loin des structures sanitaires qualifiées, où les ressources humaines sont insuffisantes, les ressources sanitaires sont insuffisantes. En guise de définition, nous dirons que l'envenimation par morsure de serpent ou ophidisme est une condition médicale résultant de l'introduction de venin par la morsure d'un serpent venimeux dans le corps humain. Cette envenimation peut provoquer des réactions au niveau local, peut provoquer des troubles systémiques et peut voir engager le pronostic vital du patient mordu. Sur le plan épidémiologique, pour parler de l'intérêt du sujet est à la fois épidémiologique, thérapeutique et pronostique. À travers un travail que nous avons réalisé au niveau du service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré en 2019, nous avons pu retrouver un peu de statistiques
statistiques. À noter que cette étude fait suite à plein d'autres travaux qui ont été faits ça et là au Mali. En tout cas, ce travail nous rapporte que sur le plan épidémiologique, la période de survenue de ces envenimations était surtout au cours de l'hivernage, sur un sujet jeune, et puis c'était en zone rurale. Ces envenimations par morsure de serpent ont représenté 0,6% de toutes les admissions au CHU Gabriel Touré pendant l'année, soit 126 cas. Alors, l'intérêt de ce sujet ce soir est aussi thérapeutique. La prise en charge doit être adaptée. Elle est multidisciplinaire, nous l'avons compris. Elle fait intervenir des biologistes, des urgentistes, des réanimateurs, des chirurgiens. Et le traitement, nous allons voir par la suite, fait recours au sérum anti-venimeux qui est vraiment disponible dans certaines zones, dans certains centres de santé au Mali. Le pronostic est grave quand même, il y a 10% de mortalité. Et nous avons trouvé que cette mortalité était liée, entre autres, au délai d'admission des patients, parce qu'il y a certains patients qui partent d'abord sur le tradipraticien, à la présence d'une hémorragie intracrânienne et au grade de l'envenimation que nous verrons également par la suite. Comme rappel, nous allons rappeler ici qu'il y a 2900 espèces de serpents qui ont été décrites et que seulement une trentaine sont responsables d'envenimation grave. Il y a généralement 4 grandes familles. Il s'agit des vipéridés, des élapidés, des colibridés et des atracrapidés. Et à noter que certaines espèces de ces serpents-là ne sont pas visibles dans nos contrées, c'est plutôt dans l'Asie, et puis il y a des serpents marins. Cette photo regroupe un peu toutes ces catégories et ces classes de serpents. Nous allons y passer assez rapidement pour entamer notre chapitre de physiopathologie. Avant, nous dirons que les venins sont sécrétés au niveau de la glande venimeuse du serpent et que dans ce venin, il y a plusieurs centaines de protéines qui sont essentiellement des enzymes et des toxines. Quelques-unes de ces enzymes et toxines sont justement toxiques pour l'être humain. La composition du venin est très variable d'un serpent, d'une classe, d'une catégorie à une autre, et même au niveau de la même race de serpents, et il peut y avoir des variations de venin. Cela explique parfois pourquoi certains SAV ne marchent pas. C'est pour dire que le SAV, en fait, est spécifique du type de venin et que c'est vraiment un très grand domaine de recherche qui permettra, en fait, de traiter ces patients envenimés. Sur le plan physiopathologique, nous allons voir d'abord les mécanismes physiopathologiques et nous allons voir déjà la première catégorie de serpents qui sont les vipéridés ou les vipères, encore appelés crotales. Une image de vipère que nous avons là, il y a plusieurs types de vipères. Alors, le toxidrome principal qui fait suite à la morsure de ces vipères est fait de 2 syndromes. Le premier, ce sont des troubles de l'hémostase et le deuxième, c'est des atteintes locales avec des douleurs intenses, de l'édème parfois excessif qui peut donner des phlyctèmes, des nécroses, des syndromes de Loge et nous voyons là des images d'œdème vraiment avec une perte de substance énorme chez ce malade. Et pour dire que sur le plan physiopathologique, les toxidromes engendrés par ces vipères viennent en fait d'une même entité que nous appelons la coagulopathie de consommation induite par le venin, CCIV, à différencier de la coagulation intravasculaire disséminée, la CIVD, que nous voyons chez nos patients graves en réanimation et aux urgences. Cette CCIV fait suite en fait à plusieurs enzymes et des toxines venant du serpent, la vipère, à travers justement des hémorragines, des métalloprotéases, qui vont entraîner ces troubles de la perméabilité vasculaire, nous l'avons compris, vont entraîner une fuite liquidienne au niveau des téguments, au niveau de la partie mordue, et est responsable de l'œdème, du syndrome de Loge, de la rhabdomyolyse que nous verrons par la suite. Il y a également des intégrines qui vont, quant à elles, inhiber le clou plaquettaire formés au cours de la relation. Des agrégoserpentines qui vont activer l'agrégation des plaquettes. L'agrégation des plaquettes étant une phase physiologique normale de la coagulation, mais sauf que le clou plaquettaire formé là, il est encore une fois, il est incompétent et il n'est pas efficace. D'autres facteurs existent, notamment il y a des inhibiteurs directs de ces facteurs 10, comme le ferret par exemple, les HBPM, l'énoxaparine, okay? Des enzymes thrombiniques. Donc de l'autre côté de la balance,
Nous allons voir tout ça sur un schéma tout à l'heure. De l'autre côté de la balance, il y a également des enzymes qui sont procoagulantes. Ces enzymes thrombiniques qui se comportent comme la thrombine, le facteur 3, on se rappelle, la thrombine, mais restent insensibles à l'héparine. Parce que l'héparine, normalement, dans la physiologie, l'héparine se lie au facteur 3 pour jouer son action anticoagulante. Pourquoi nous disons ça? Il est important de comprendre que justement, c'est inutile d'utiliser l'héparine chez ces patients-là. Nous allons revenir sur la partie thérapeutique tout à l'heure. Et enfin, il y a aussi des activateurs de la prothrombine. Cette prothrombine qui, sur le plan physiologique, le facteur 2 va donner le facteur 3 qui est la thrombine, et ces enzymes-là vont activer cette formation, mais cette fois-ci en donnant du mésothrombine, également insensible à l'héparine. Sur un schéma récapitulatif, nous voyons qu'après une brèche vasculaire, et normalement la physiologie, c'est qu'il y a rapidement une petite vasoconstriction locale, il y a également une agrégation plaquettaire au niveau de la partie blessée. Cette agrégation plaquettaire va, à partir de beaucoup de réactions, former le clou, le caillot de sang, puis ce caillot de sang sera lisé pour rétablir une circulation normale. Ici, nous voyons qu'après une morsure de vipère, il y a des enzymes et des toxines qui vont agir à tous les niveaux de cette coagulation. Ce que nous voyons en vert sont des enzymes procoagulantes, ce que nous voyons en rouge sont des enzymes anticoagulantes, et en orange, ce sont des enzymes qui vont altérer la fibrinolyse. Pour dire qu'à chaque niveau de cette coagulation, il y a des troubles, il y aura des perturbations. Quant à l'envenimation par morsure des élapidés, notamment comme le cobra, comme nous voyons ici à gauche, avec sa grosse cloche impressionnante, et ou ce petit serpent qui est aussi un élapidé, qui est de la même famille que les cobras. Ces élapidés vont sécréter des neurotoxines qui vont se fixer de manière rapide au niveau de la plaque motrice. Nous rappelons qu'il y aura des alpha-neurotoxines postsynaptiques. Ils auront un rôle d'aller en fait se fixer au niveau des récepteurs de l'acétylcholine. Et donc, l'acétylcholine ne pourra pas se fixer sur ces récepteurs. Et donc, cela va entraîner comme une inhibition de la transmission de l'information. Nous allons le voir sur un schéma tout à l'heure pour bien comprendre. Il y a également des bêta-neurotoxines qui, eux, vont en fait inhiber le recyclage de ces neuromédiateurs. Parce que l'acétylcholine, c'est le principal neuromédiateur de la plaque motrice. Une fois que les molécules d'acétylcholine sont libérées dans la plaque motrice et que l'information est passée à la plaque motrice, ces molécules-là sont recyclées et sont encore réutilisées au niveau de la partie antérieure, notamment au niveau de la terminaison nerveuse. Alors, cette enzyme-là inhibe ce recyclage et il est responsable de symptômes centraux comme les somnolences et autres. Il existe d'autres enzymes, comme à l'image des vipères. Il y en a qui sont procoagulantes, il y en a qui sont anticoagulantes. Chez le cobra également, il y a des enzymes qui altèrent la transmission de l'information. Il y a aussi des enzymes et des toxines qui vont, elles, engendrer plusieurs contractions musculaires de manière désordonnée, comme la dendrotoxine, qui va entraîner une exocytose massive des molécules d'acétylcholine et donc, vous avez compris, sera responsable de contractions musculaires répétées et de douleurs chez ce patient. Comme sur ce schéma, donc, nous avons dit, ça c'est une plaque motrice avec une terminaison nerveuse, l'axone, et puis la fente synaptique. L'information nerveuse passe à travers des vésicules, notamment des vésicules d'acétylcholine, qui se libèrent au niveau de la fente synaptique et qui se fixent sur les récepteurs d'acétylcholine pour passer l'information. Nous avons certaines enzymes qui vont se fixer sur ces récepteurs et donc inhibant la transmission de l'information. Il y a d'autres qui vont inhiber la récapture de ces molécules-là, de ces vésicules, et donc vont entraîner une inhibition de l'information. D'autres, comme la fasciculine, qui vont entraîner la dendrotoxine, qui vont entraîner une libération excessive de plusieurs molécules d'acétylcholine et seront responsables de contractions musculaires répétées. Une fois que nous avons compris la physiopathologie, et nous pouvons facilement faire le diagnostic positif de ces envenimations au serpent, et à travers les signes que le malade présentera, nous pourrons nous situer sur quelle catégorie de serpent. Alors, les conséquences d'une morsure de vipère, nous avons compris, c'est les saignements locaux.
locaux au niveau du site de morsure ou bien des hémorragies qui sont systémiques au niveau pulmonaire, au niveau digestif ou cérébral, carrément un état de choc hémorragique que le patient peut présenter. Également, nous avons vu que les vipères vont entraîner de l'édème, des syndromes de Loge et puis de l'insuffisance rénale, de la défaillance multiviscérale. Les conséquences de l'envenimation par les élapidés, notamment les cobras, c'est des paresthésies qui vont parcourir tout le membre. Le malade présentera des signes neurologiques, notamment de paralysie des paires crâniennes, un ptosis bilatéral est pratiquement pathognomonique et est le premier signe clinique. Il y aura une abolition des réflexes et puis parfois un syndrome muscarémique, c'est-à-dire d'hypersécrétion avec des larmoiements, une hypersialorée, des sudations. Le patient peut présenter une bronchospasme, tout ça dans le cadre d'un syndrome muscarémique, des diarrhées, des vomissements. Alors, sur le plan diagnostic positif, le syndrome vipérin est fait de saignements locaux et diffus. Le saignement peut être local, peut être abdominal, cérébral, bucco-pharyngé, des avortements. Et les troubles de la coagulation vont se manifester par des édèmes de membres, de l'ischémie mésentérique, des syndromes de Loge ou bien des nécroses cutanées très larges. Pour dire que la symptomatologie peut vraiment être très, très variée et peut être très, très impressionnante. Nous avons quelques images d'atteinte systémique par un syndrome vipérin. Il s'agit d'un travail qui a été fait par le professeur Mamadou Touré au CHU Mère-Enfant de Luxembourg. Et cet enfant a été mordu par un serpent, notamment de la famille des vipères. Et vous voyez une nécrose pratiquement œdème important de la face avec une partie de l'hémiface qui est carrément nécrosée. Le saignement peut venir de partout, nous l'avons dit. Ce patient a un œdème du plancher buccal avec justement qui peut avoir des risques d'intubation, de réanimation difficile. Le saignement peut être intracrânien avec cet hématome sous-dural compressif que nous voyons chez ce malade. Les travaux, j'avais dit, ont été faits un peu partout. Docteur Diallo au point G nous parlait d'autres cas. Une complication assez rare mais très grave des envenimations vipérines. Il s'agissait d'une hémorragie, d'un hématome rétro-péritonéal compressif comme nous le voyons sur cette image opératoire. Et la conséquence de cet hématome compressif, c'est justement une ischémie mésentérique, une ischémie des anses et qui n'était plus viable, même s'il n'y a pas de saignement carrément en vue, mais la vascularisation a été compromise. Quant au diagnostic positif des syndromes cobraïques, qui est moins fréquent, mais reste encore très très grave, c'est des paresthésies, c'est un ptosis bilatéral. Très rapidement, le malade, il y a certaines espèces de cobras qui, après piqûre, 30 minutes après, le malade peut carrément décéder par asphyxie, par arrêt respiratoire. Donc, après cette ptosis bilatérale, le patient va présenter une atteinte des autres paires crâniennes, notamment des troubles de la déglutition, de la phonation. Quand le trismus apparaît, trismus qui est une contraction des muscles du cou, du sternocleidomastoïdien, quand un trismus apparaît, c'est très très alertant parce que ça veut dire que très rapidement, il y aura une atteinte diaphragmatique avec arrêt respiratoire de ces patients mordus. Par contre, au niveau local, le cobra est peu douloureux avec des troubles locaux qui sont mineurs. Et nous allons parler du cobra cracheur qui va cracher son venin au niveau des yeux en fait de l'agresseur. Ça entraîne des kératoconjonctivites qui peut se compliquer d'une cécité et voilà. Cependant, ce cobra cracheur n'entraîne pas de passage systémique de son venin au niveau de la circulation générale. Après le syndrome cobraïque et le syndrome vipérin, dans ce chapitre de diagnostic positif, nous allons obligatoirement parler de l'insuffisance rénale, qui est l'une des complications les plus redoutées, les plus fréquentes et les plus graves de ces envenimations. Cette insuffisance rénale est multifactorielle en fait. Elle peut venir d'une déshydratation, d'un état de choc à cause de la rhabdomyolyse du syndrome cobraïque ou d'un syndrome hémolytique irénique. Cette insuffisance rénale peut faire suite à une toxicité directe également du venin. Parfois, elle peut être retardée, mais elle est vraiment péjorative. En plus de l'insuffisance rénale, il faut que nous parlions du syndrome myotoxique, c'est-à-dire une agression musculaire due au venin de ces serpents-là. Ici, nous avons parlé du serpent marin qui entraînerait ce syndrome myotoxique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même nos serpents, qu'ils soient vipères ou élapidés, peuvent entraîner ce syndrome myotoxique. Et enfin, il existe un syndrome cardiotoxique, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Le venin, il est cardiotoxique et puis le venin de certains serpents sont plus prononcés que d'autres. Une fois injectés, ces venins vont entraîner une vasoconstriction, un syndrome coronarien aigu avec des troubles de conduction à l'ECG, des troubles du rythme et un OAP cardiogénique. Les signes biologiques après envenimation, c'est des signes qui sont assez précis.
précoce, une anémie qui est multifactorielle, à cause du saignement, aussi à cause de l'hémolyse intravasculaire. Le TP sera effondré, le TCA sera très allongé, il y aura une afibrinogénémie pendant plusieurs jours, et il y aura une thrombopénie, même si elle est moins fréquente, elle est là. Et même quand il n'y a pas de thrombopénie, il y a une incapacité des plaquettes circulant chez ces malades-là, comme nous l'avons vu sur le plan physiopathologique. Sur le plan diagnostic positif, toujours, en l'absence de laboratoire et quand nous n'avons pas les moyens de faire les prélèvements de fibrinogènes, de TP, de TCA, on peut faire le test au tube sec qui est finalement adopté dans les instances scientifiques et pour monitorer l'hémostase. Et comment ça se fait? On prélève 5 millilitres de sang dans un tube sec que nous plaçons quelque part à l'abri de la lumière pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes, quand il n'y a pas de caillot de sang, ça veut dire que c'est un signe en faveur d'une envénémation chez ce malade. Ou quand il y a formation d'un caillot mais qui n'est pas efficace, à la moindre agitation du tube, le caillot qui se lâche, ça veut dire que c'est la même signification qu'il y a envénémation par serpent, notamment par espèce vipérine. Le diagnostic différentiel, bon, on l'a compris, c'est-à-dire c'est les morsures par des serpents non venimeux. Le patient va te dire, oui, j'ai vu un serpent, il y a une douleur locale, mais en réalité, il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de signes neurologiques, il n'y a pas de trouble de la crase. Donc, c'est des morsures qu'on dit morsures blanches, où les gens disaient que non, le patient n'a pas présenté de troubles parce qu'on a mis très rapidement un truc de charbon activé. Donc, nous allons y arriver, on va y arriver. Morsure par autre reptile, il y a une douleur qui est vive, mais on n'a pas vu le serpent, on n'a rien vu. Et certains reptiles peuvent justement avoir des symptomatologies, que ce soit locales ou générales, à l'image de la morsure de scorpion. Autre cause de syndrome hémorragique ou d'œdème des membres, et justement, mais le patient te rapportera qu'il n'a pas vu le serpent et les points de piqûre au niveau, il n'y aura pas de porte d'entrée, il n'y aura pas de point de piqûre voilà. Parlons un peu maintenant du diagnostic de gravité. Ces envenimations par morsure de serpent ont été gradées. Cette classification en grade d'envenimation permet en fait de guider notre traitement et notre prise en charge que nous verrons par la suite. Alors, il existe des items, que ce soit pour le syndrome vipéridé ou le syndrome cobraïque. Alors, ce score va de 0 à 3. Le score 0, nous voyons que le patient a une douleur modérée, il n'y a pas de trouble de l'hémostase, il n'y a pas de signes généraux Et le grade 1, le patient a une douleur marquée avec un œdème qui ne dépasse pas le coude quand il s'agit d'une piqûre du membre supérieur, qui ne dépasse pas le genou, il n'y a pas de saignement, il y a des troubles mineurs de l'hémostase, une présence imptosis, mais il n'y a pas de signes généraux. Alors les grades 2 et 3 sont un peu plus graves, notamment au niveau du 3, nous voyons que quand il s'agit d'une envénémation vipérine, l'œdème atteint ou dépasse la racine du membre, c'est vraiment très, très étendu. Il y a des syndromes hémorragiques très énormes. Et quand il s'agit de syndrome cobraïque, il y a une détresse respiratoire. Et puis voilà. Cette classification permet de guider notre prise en charge. Cette prise en charge va se dérouler de la manière suivante. Au niveau des lieux de l'accident ou immédiatement après les lieux de l'accident, les premiers soins doivent éviter tout geste inutile ou dangereux, notamment faire des incisions, des cautérisations, des suctions, mettre des garrots ou mettre de la pierre noire. Ça n'a aucune utilité et ça peut être dangereux. Le patient doit être mis en position de décubitus, c'est-à-dire couché et mis au repos carrément. Cela permet en fait de prévenir des chutes quand il va faire de l'hypotension, quand il va faire de la douleur vive. Cela permet également de ralentir en fait la diffusion systémique du venin quand le patient est agité, très, très anxieux. À noter très rapidement que mettre des anxiolytiques est contre-indiqué dans ce contexte-là parce que le patient peut présenter très rapidement des détresses respiratoires. Il faut retirer tout ce qui peut faire garrot potentiel, les bacs, les bracelets, les montres, désinfecter la zone avec un antiseptique incolore pour justement voir l'évolution des signes locaux et l'évolution de l'œdème. Très rapidement, prendre une voie veineuse périphérique. Nous avons mis périphérique en gras pour comprendre que ce n'est pas le moment d'aller prendre une voie veineuse centrale, qui peut être dangereux parce que le patient va présenter des troubles de l'hémostase par la suite et peut saigner à travers notre cathéter de voie centrale. Donc, une voie veineuse périphérique est largement suffisant après, dans les premiers jours, dans les premières heures. Nous allons prendre en charge la douleur, allant des antalgiques de palier 1, du paracétamol tout simplement,
à la morphine. Okay? Et il y a des équipes qui ont utilisé de la glace à but anti-édémateux qui est très discuté, qu'il ne faut pas faire. Quand il s'agit du cobra cracheur qui a éjecté dans l'œil de notre patient, il faut laver immédiatement avec de l'eau, avec du sérum physiologique et transférer le patient vers une structure adaptée où il y a un laboratoire, un service de réanimation, un bloc opératoire pour éventuellement la gestion chirurgicale et des lésions qui peuvent survenir. Le bilan paraclinique, nous l'avons compris, c'est la numération formule sanguine, c'est le bilan de CRAS avec dosage du fibrinogène. Nous allons évaluer la fonction rénale. Nous allons faire les dosages enzymatiques musculaires, notamment le CPK total. Nous allons faire un bilan pré-transfusionnel en faisant un groupage ABO-Rhésus et recherche d'agglutinine irrégulière chez le patient qui a déjà été transfusé plusieurs fois. Éventuellement un ECG et en fonction du résultat de l'ECG, dosage de la troponine et une radiographie du thorax. Ça, c'est à peu près un bilan systématique que nous ferons chez les patients envenimés et graves. L'immunothérapie, c'est-à-dire le SAV, les formes antivénimeux, est le seul traitement spécifique de l'envenimation. Et cette immunothérapie permet de neutraliser les composantes toxiques qui sont en circulation chez notre patient. Il existe plusieurs types de sérums. Il y a des sérums qui sont dits monovalents, qui sont ciblés pour seulement être antivipérins ou anticobraïques. Il y a des sérums qui sont dits polyvalents, c'est-à-dire mix, une fois injectés, qui vont faire l'effet et de l'antivipérin et de l'anticobraïque. D'ailleurs, c'est le sérum qui est disponible chez nous au Mali ici, les sérums polyvalents mixtes. Toujours comme moyen thérapeutique, nous allons parler de la transfusion, que ce soit des kilos globulaires, et des kilos plaquettaires ou du plasma frais congelé. Quand le malade a un état de trouble de la coagulation, les PFC sont nécessaires, les plaquettes sont nécessaires. Les facteurs de coagulation sous d'autres cieux, ceux qui peuvent se le permettre, ils l'ont. Le facteur 7 activé, notamment, par exemple, a servi à beaucoup traiter les envenimations vipérines ou le PBSB, le complexe multifactoriel de la coagulation. Les antifibrinolytiques comme l'acide tranexamique ont été utilisés et ont été validés. Donc, nous pouvons les utiliser. La ventilation mécanique peut être nécessaire très rapidement, que ce soit un syndrome cobraïque ou devant un syndrome vipérin chez le patient qui a un saignement de la bouche, comme le patient que nous avons montré sur le travail du professeur Touré. La prévention de l'ulcère de Tresse. Les anticholinestérasiques, notamment la néostigmine et l'atropine, ont été utilisés dans certaines intoxications cobraïques. Bien entendu, nous allons corriger les troubles électrolytiques, notamment en cas d'insuffisance rénale, ou bien aller jusqu'à l'épuration extra-rénale. L'alcalinisation sera faite chez les patients avec une rhabdomyolyse, avec un œdème fort au niveau des membres, et on peut aller au bloc opératoire en chirurgie pour faire des aponeurotomies de décharge, des nécrosectomies ou de l'amputation. Indication, quel traitement pour quel patient? Les grades 0 et 1 ne nécessitent pas de traitement d'immunothérapie. Donc, pas de sérum antivénimeux chez les grades 0 et 1, sauf si il y a un facteur aggravant, notamment la grossesse, notamment la suspicion de lésions qui peuvent être très hémorragiques, comme un ulcère digestif actif chez le patient qu'on connaît, un patient qui est sous traitement pour tuberculose avec des cavernes tuberculoses, ou bien quand la morsure est au visage ou aux âges extrêmes. En dehors de ces indications-là, le grade 0 et le grade 1 ne nécessitent pas de SAV, mais c'est des patients qu'il faut surveiller, qu'il faut hospitaliser et chez qui il faut gérer les autres troubles qui peuvent venir. Donc, l'immunothérapie, le SAV est systématique dans les envenimations grade 2 et 3. L'intubation orotrachéale ne doit pas être retardée vraiment très rapidement si le patient présente des signes respiratoires dans le syndrome cobraïque ou s'il représente une instabilité hémodynamique ou un choc hémorragique ou si le patient présente un œdème en train d'augmenter rapidement au niveau de la face, au niveau du visage, il faut les intuber. Cette intubation va être une intubation à séquence rapide que les anesthésistes connaissent très bien. Les mesures générales chez tous les patients, notamment la surveillance vraiment stricte et la mise en place des antalgiques chez tous les patients. En conclusion, cher maître, si vous permettez, c'est une affection circonstancielle qui est grave, de par la mortalité, de par les séquelles et les complications délabrantes. La prise en charge est multidisciplinaire et cette prise en charge doit être adaptée. La sérothérapie est le seul traitement spécifique. Elle doit être adaptée au type d'envenimation, au type de serpent et elle est fonction du grade de l'envenimation. Je vous remercie. Ok, merci professeur Coulibaly pour cet excellent exposé sur la problématique de l'envenimation par morsure de serpent. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter l'exposé
du professeur Koulibaly. On a combien de temps, Gambi? On a 1h30 pour la formation médicale continue, 30 minutes pour la présentation. Oui, voilà. Donc, la parole est aux uns aux autres pour les commentaires, les discussions, les questions qui se posent. On va essayer de partager les avis. Chacun a son expertise dans ce domaine. Qu'on soit en périphérie, qu'on soit dans les CCRF, dans les communes, dans les SESCOM. Chacun a eu à rencontrer un morceau de serpent, à gérer un morceau de serpent. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, des précisions à donner, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Gambi, tu vas noter les questions. Tu vas regarder sur les... contre-indication des SAV. Déjà prise en charge chez la femme enceinte pendant la grossesse. Premier, et deux et troisième trimestre. Tu as noté, Gambi, docteur Gambi? Il y a une série de questions à savoir, quelle est la prise en charge chez la femme enceinte pendant le premier, deuxième et troisième trimestre? Et puis il y a la posologie du sérum antivenimeux. Je n'ai pas retenu le nom. Je crois qu'il va essayer de répondre au fur et à mesure. La dose à administrer est-elle la même chez un enfant? Très bonne question. Cheikh Silla, il salue tout le monde. Est-ce que la dose chez l'adulte et l'enfant, c'est la même chose? Deuxième, troisième question. Les conditions de conservation du SAV. Oui. Il y a une question. Y a-t-il pas de contre-indication au sérum antivenimeux? C'est ça. Maintenant, il y a Marius aussi qui pose la question à savoir le protocole de sérum antivenimeux. Oui. Et il y a une question. Existe-t-il un protocole national simplifié pour le médecin de campagne? C'est le docteur Konaré Fousseni qui a posé cette question. À part l'utilisation du sérum antivenin chez la femme enceinte en cas de grade 2. Koudé pose la question, est-ce que l'antibiothérapie est systématique? Il y a docteur Sedou Baba Sangaré aussi. Il faut noter toi-même, tu notes, hein? C'est noté. Je suis en train de noter. Moi, je suis en train de noter la question, cher maître. Ok. Est-ce que la corticothérapie est d'actualité dans la prise en charge? Ça, c'est Sedou Baba Sangaré. Docteur Sedou Baba Sangaré. D'accord. Apparemment, il y a des mains levées. Bon, je vais donner. Ça, c'est Joseph Désiré Gamo. Il demande, est-ce que pouvons-nous être certains à 100% de la morsure blanche? Est-ce que par prévention, il ne faut pas administrer à ces patients dose de sérum antivenin? Est-ce que les morsures par les serpents venimeux sont d'emblée graves? Ah ouais, allez-y, mais on est en train d'épuiser les écritures, mais il n'y a pas de problème, on peut aller. Allez-y, Cheikh, est-ce que vous êtes à l'écoute? Bonsoir, professeur. Désolé, je n'arrivais pas à me connecter, à activer mon micro. Je pense que c'est l'autre qui ne me donnait pas l'autorisation. Oui, ça arrive. Oui. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, chers aînés. Nous répondons au nom de Koueta Cheikh Fantamadi, résident de pédiatrie au Burkina. Donc aussi, nous pouvons un peu partager notre expérience. Et si notre cher maître professeur Koulibaly Mahamadou nous permet, la posologie du sérum antivenimeux chez l'enfant, en tout cas, ce que nous utilisons, c'est 1 ml kilo qu'on met dans 100 ml de sérum glucosé isotonique pendant 15 minutes. Je ne sais pas si c'est la même partout. Maintenant, ma question, c'est par rapport à il faut fermer le micro, il y a quelqu'un qui est en train de nous déranger un peu. C'était par rapport à la disponibilité du sérum antivenimeux, puisque en privé, le sérum antivenimeux coûte extrêmement cher. Au Burkina, il y a la subvention dans les structures publiques. Est-ce qu'au Mali, il y a aussi cette subvention qui permet l'accessibilité du sérum antivenimeux pour les patients? Merci, cher maître. Merci beaucoup. Professeur Koulibaly Mahamadou, vous avez noté? Oui, cher maître, oui, c'est noté. Ok, d'accord. Nous sommes docteur Guy Ibrahima DS d'anesthésie réa. Ma préoccupation, c'est par rapport au traitement antithrombotique, la prévention des maladies thromboemboliques et de l'ischémie. Comme dans la physiopathologie, le professeur Koulibaly a bien parlé de l'ischémie mésentérée, de l'ischémie étendue en cas de morsure de serpent, surtout sur un terrain de syndrome vipérin avec des troubles de la coagulation. Les troubles de la coagulation, on peut avoir le versant coagulation et le versant saignement. Donc, qu'en est-il de la place de l'indication de l'héparinothérapie en cas de morsure de serpent? Merci. Et est-ce que l'antibiothérapie en cas de morsure est-elle systématique? D'accord. Quelle est la conduite à tenir quand on ne connaît pas l'espèce du serpent en cause? Bon, je crois bien que c'est la même question. Quelle est la disponibilité du sérum antivenin dans les régions externes? Parce qu'il y a M. Amadou Sango qui pose la question. Une morsure ou projection de venin de mamba noir dans l'œil entraîne-t-elle une nécessité immédiate? Les dommages visuels dépendent-ils d'autres facteurs comme la prise en charge rapide? Il y a M. Abdou Togola qui dit c'est comme Fakola, district Kolondjeba. Je voudrais savoir concernant le décubitus. Il s'agit du décubitus dorsal ou latéral et le deuxième pour le test de coagulation. Il est réalisé dès l'admission ou après l'administration du vaccin.
On peut pas. Il y a M. Al-Moussafa Sissé qui demande un patient qui consulte 24 heures après la morsure. Est-ce que le sérum antivenimeux est-il encore nécessaire? Comment ça, pardon? Un patient qui consulte 24 heures après la morsure, est-ce que le sérum antivenin est-il encore nécessaire? Très bonne question. Il y a Nina Dapam qui demande, y a-t-il des conséquences à long terme après une envenimation, c'est-à-dire la prise en charge, faut-il surveiller jusqu'à quand? Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité du sérum antivenin? C'est Fousseni Kane, ça, ou bien Kane, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui pose, qu'en est-il de l'utilisation de la pierre noire? On peut répondre à des questions, elle est diffère, elle n'est plus utilisée. Elle ne doit pas être utilisée. La pierre noire, elle ne doit pas être utilisée, on continue. Elle est interdite, l'utilisation est interdite. D'accord. Professeur, je pense qu'il y a une question dans les chats, on peut prendre cette dernière question. Il y a Koti qui pose la question, l'envenimation chez les femmes enceintes à terme, entre l'accouchement par voie basse et la césarienne, lequel est mieux indiqué? Allô? Oui, non, mais c'est bien noté. Dans les chats, oui. Le pansement alcoolisé est-il autorisé en cas d'inflammation avec nécrose? Je crois que les gens sont intéressés, il y a des questions qui reviennent, je vais... Quelle est l'indication de l'atropine dans la prise en charge de l'envenimation? Quelle est l'indication de l'atropine dans la prise en charge de l'envenimation? Nous sommes Brema Bolimpe Koulibaly, médecin anesthésiste et réanimateur au CHU Mère Enfant de Luxembourg. Je remercie notre chef de département pour cette présentation qui est d'actualité d'ailleurs et qui fait effectivement beaucoup de problèmes pendant ces périodes-là. Et vous avez vu le nombre de réactions par rapport, surtout venant des DTC, pour dire que c'est vraiment un thème qui est le bienvenu. Alors moi, ma question a été déjà prise en compte. C'était effectivement par rapport à une femme enceinte envenimée à terme, la voie basse ou la césarienne. Donc, je vous remercie. Professeur Koulibaly, vous avez la parole pour les éléments de réponse éventuellement. Merci, cher maître. Merci, cher maître, pour la parole accordée. Nous remercions vraiment l'assistance pour l'engouement. On est à 250 connectés. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent à propos de la posologie entre enfants et adultes. Ce que nous avons comme élément de réponse, c'est que ce soit l'enfant ou l'adulte, le serpent qui a mordu et qui a éjecté son venin ne sait pas que c'est enfant ou adulte. C'est la même quantité de venin qui est partie. Et du coup, nous devrons utiliser les mêmes quantités de sérum antivenimeux que ce soit l'adulte ou l'enfant. Cependant, le sérum antivenimeux généralement est injecté de manière lente après une dilution dans une solution, dans un sérum pour l'injecter au patient. Cela, c'est surtout pour éviter les réactions allergiques. Quand c'est un adulte, quand c'est un enfant, on fera bien entendu attention à la quantité de soluté de dilution pour l'administration. Mais la quantité de SAV est la même que ce soit l'adulte ou l'enfant. Je ne donnerai pas de dose 1 ml ou 2 ml ou 3 ml parce que les SAV, il y en a de plusieurs sortes et chaque SAV, il faut se conformer en fait à la notice du SAV que nous utilisons, que nous avons à disposition. Mais enfant, adulte, c'est la même chose. Mais les différences, c'est les solutés de dilution et d'administration. Et voilà, je pense que cette question a été répondue. Contre-indication, bof, sauf si c'est une contre-indication immuno-allergique. Nous avons lu quelque part que même un patient qui a eu une première réaction à un SAV au cours de sa vie, après une autre morsure de serpent il faut lui donner du sérum antivenimeux. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il y a certains qui peuvent présenter des petites allergies à quelque chose. Encore une fois de plus, c'est vraiment SAV dépendant et c'est vraiment la qualité et la source dépendante. Nous revenons un peu sur le plan pharmacologique, comment c'est fabriqué, c'est SAV. En fait, c'est des petites quantités de morsures qu'on soumet des chevaux, c'est du cheval, hein, c'est du sérum de cheval. On soumet des chevaux à des petites morsures de serpent. Et leur sérum est recueilli avec beaucoup de biologie moléculaire et beaucoup de sciences, comme vous comprenez, pour essayer d'en extraire en fait des anticorps qu'ils ont fabriqués
contre cette toxine-là, contre cette morsure. Et ce sérum, il peut être distribué soit en liquide, comme le sérum antitétanique, ou bien en poudre lyophilisée que nous allons reconstituer au moment de l'injection chez notre patient. Donc, pour dire, ça dépend vraiment de la qualité de sérum qu'on a. On répond en même temps à la question de celui qui a demandé les moyens les conditions de conservation de ce sérum-là. Donc, ça dépend. Si c'est en poudre lyophilisée, il n'y a pas de conditions spéciales. Hein. C'est comme nos bouteilles de ceftriaxone ou bien d'amoxiclave. C'est en poudre lyophilisée. Mais quand c'est en liquide et que c'est en sérum, là, il faut maintenir une certaine chaîne de froid depuis la fabrication jusqu'à l'administration. Les conditions de conservation, le protocole de sérum, je pense qu'on a répondu tout à l'heure au protocole. Est-ce qu'il existe un protocole national? Je ne sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, ma réponse est que vraiment, nous n'avons pas connaissance de protocole national de prise en charge. Est-ce qu'une antibiothérapie est systématique? Non, il n'y a jamais d'antibiothérapie systématique. Quand nous avons des nécroses, des infections carabinées au niveau local, voilà, là, il y a une antibiothérapie qui commence, mais sinon, il n'y a pas d'antibiothérapie systématique. La place de la corticothérapie, cela a été fait dans certains centres pour réduire un peu vraiment l'inflammation cataclysmique que l'envenimation peut engendrer, mais ça n'a pas été recommandé. C'est-à-dire que ça n'a pas fait l'objet d'une recommandation claire. Donc, du coup, la corticothérapie a été faite ça et là, mais ce n'est pas une recommandation claire. La conduite à tenir quand on ne connaît pas l'espèce de serpent, et la conduite à tenir, c'est d'utiliser un sérum polyvalent. Nous avons dit qu'il y a des sérums monovalents, ciblés soit vipère ou cobraïque. Il y a aussi des sérums polyvalents qui peuvent être utilisés quand on ne connaît pas la nature. Quelqu'un a demandé quelles sont les causes de l'échec de la sérothérapie. Les causes de l'échec de la sérothérapie, c'est que nous avons utilisé un SAV qui n'est pas adapté au type de serpent. Et donc, nous avons dit qu'il y a une différence de venin entre différentes familles de serpents, mais que dans une même famille de serpents, il peut y avoir des venins différents et tout. Donc, quand c'est pas adapté, c'est comme ça, malheureusement. Et dans les pays un peu riches, il y a une nouvelle entité qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Et il y a des gens qui élèvent le serpent chez eux, comme nous, on a les chats et puis les chiens. Et dans la législation, c'est important de connaître la classe de serpent que tu élèves chez toi et quel est l'antivenimeux à utiliser en cas d'envenimation par ce serpent-là. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a vraiment une bonne spécificité des industries de fabrication de SAV par rapport au type de serpent. Alors, enfant, voilà, nous avons répondu à l'enfant. La disponibilité des SAV au Mali. Alors, quand nous avons fait ce travail en 2019 au CHU Gabriel Touré, et on s'est renseigné un tout petit peu, il y a en tout cas une campagne nationale extraordinaire, hein, c'est-à-dire que c'est le département qui s'occupe des maladies négligées au niveau de la DGS, qui à travers la PPM importe des quantités importantes de SAV sur toute l'étendue du territoire. Il y a certaines années même où les SAV ont été périmés par manque d'utilisation. En tout cas, en 2019, il y avait eu, je ne sais plus les doses, mais beaucoup d'importations et qui sont mises à disposition pratiquement dans toutes les régions du Mali. C'était en 2019. Et nous ne savons pas en 2025 où est-ce qu'on en est par rapport à cette disponibilité-là. Je pense que les DTC dans les centres pourront enrichir le débat par la suite. Alors, Dr Gueye, le traitement anticoagulant, nous avons dit qu'il y a des enzymes anticoagulantes et il y a des enzymes procoagulantes. Ces enzymes procoagulantes, en fait, entraînent la formation d'un caillot non efficace. Ils prennent la forme du facteur 3, c'est-à-dire la thrombine, mais qui n'est pas efficace, qui va se dissoudre tout de suite assez rapidement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'hépalinothérapie est contre-indiquée, clairement. Cela avait été fait dans les années 80, dans les envenimations par morsure de serpent, mais depuis vraiment, il y a longtemps d'ailleurs, on a compris que l'anticoagulation n'a aucun rôle
C'est pourquoi il faut le différencier de la CIVD, dans certaines indications de CIVD, pour voilà, raisons médicales, en réanimation, on peut anticoaguler, mais ce n'est pas ici. La consommation est due à une... le déficit en facteur de coagulation est dû à une consommation, mais l'héparonéothérapie ne permet pas d'arrêter cette consommation. Il faut mettre du SAV et casser la toxine circulante et rétablir une certaine hémostase correcte. D'ailleurs, se précipiter pour donner du PFC ou des plaquettes pendant que le venin est en train de circuler, tu ne seras pas efficace non plus. Donc c'est vraiment SAV d'abord, puis voilà. Quel est le protocole du SAV? Le SAV que nous utilisons au Mali, c'est un produit qui vient de l'Inde. On fait une injection et 1 à 2 heures après, on refait un test au tube sec. Si le patient est toujours en train de ne pas coaguler, on remet encore une dose. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en une journée, un patient peut nécessiter une dizaine de doses de SAV. C'est vraiment un monitorage continu de son état clinique, de son hémostase. Et si ce n'est pas bon, on remet encore du SAV. Alors, le serpent cracheur, est-ce que ça entraîne une nécessité immédiate ou pas? Nous l'avons dit au cours de la présentation que le cobra cracheur, quand il crache, ça entraîne une kératoconjonctivite très grave. Cette kératoconjonctivite, la prise en charge, c'est le nettoyage abondant et immédiatement avec de l'eau ou du sérum physiologique, mais que cela peut entraîner une cécité qui est transitoire ou qui est définitive. Je pense que ça va dépendre des quantités de venin, de la susceptibilité de tout un chacun et puis de la conduite à tenir immédiate qui a été faite. Je ne peux pas dire que oui, c'est une cécité immédiate. Non, on ne va pas dire ça. Une très bonne question. Est-ce que le patient qui vient 24 heures après, il faut mettre le SAV? Oui, il faut mettre le SAV après, surtout si le venin est en circulation, s'il est encore symptomatique, c'est-à-dire s'il a encore des syndromes hémorragiques ou plutôt s'il est encore une détresse des syndromes neurologiques. Hein. Il y a des patients qui sont justement par morsure de certaines élapidés, certains cobras. Initialement, le patient a un ptosis. Très rapidement, il peut présenter un arrêt respiratoire par atteinte diaphragmatique. Mais cette atteinte diaphragmatique peut aussi être retardée après 24 heures, après 48 heures. Donc, quand le patient vient et qu'il n'est pas grade 0, il n'est pas grade 1, à partir du grade 2, quel que soit le délai de la morsure, s'il y a indication, il faut mettre le SAV. Les facteurs qui influencent l'efficacité, on a répondu. La femme enceinte. Alors, la femme enceinte, c'est vraiment un cas assez difficile, assez compliqué. Nous savons qu'au cours de la grossesse, il y a des modifications physiologiques, tant sur le plan visuel qu'on voit, mais tant sur le plan hématologique, respiratoire et cardiovasculaire. Hein. Il y a une augmentation du volume circulaire, il y a une diminution de la quantité des facteurs de coagulation, même si cela est peut-être relatif. Bref, et le pronostic fœtal est assez incertain chez une femme enceinte qui a été piquée par un serpent. Dans notre série que nous avons présentée tout à l'heure, la série de Gabriel Touré en 2019, il y avait 2 femmes enceintes, les 2 ont perdu la grossesse et les 2 ont survécu à l'envenimation. Alors qu'il y avait eu une sérothérapie faite et de manière efficace. C'est pour dire que le troisième compartiment qui est le placenta, qui assure le passage des choses entre la mère et son enfant, très facilement, en cas de morsure, il y a un décollement placentaire qui se fait avec un hématome entre le placenta et l'utérus. Donc, même si on arrive à gagner le pronostic maternel, le pronostic fœtal est assez incertain. Donc, c'est pour dire que SAV de manière très rapide, de manière très immédiate, malgré cela, voilà. Alors, est-ce qu'il faut préférer la césarienne ou l'accouchement par voie basse? Je ne sais pas vraiment de réponse à cette question, mais je sais par exemple que les patients qui vivent avec des troubles de la crase sanguine, il est préférable d'aller à la césarienne. On maîtrise beaucoup mieux. Mais dans le serpent, est-ce qu'on peut conseiller cela? Franchement, je n'ai pas d'éléments de réponse à donner. Le pansement alcoolisé, est-ce qu'il faut le faire? Et c'est discuté parce qu'il y a une équipe qui a utilisé des garrots après morsure des élapidés, des cobraïques, pour
empêcher le passage du venin et pour empêcher la formation la survenue de symptomatologie neurologique. Ces garrots, puisqu'on sait que ces cobraïques n'entraînent pas de lésions locales énormes. Donc, on ne craint pas vraiment de syndrome de Loge quand c'est une piqûre de cobra. Alors, maintenant, le fait de mettre ces garrots, de mettre des détachés, de mettre de détachés, a entraîné des syndromes de Loge. C'est pourquoi cela n'a pas été recommandé. Alors, quand nous mettons des pansements alcoolisés et que cela va un peu serrer le membre, ça fait effet garrot. Donc, je pense qu'on ne pourra pas le conseiller. Parce que quand on fait la balance bénéfice-risque, je pense que le risque est énorme de créer un syndrome de Loge qui n'est pas la peine. L'atropine est utilisée pour le syndrome muscarénique dans l'envenimation au cobraïque. Les envenimations au cobraïque, avant la détresse respiratoire, il y a une inondation, c'est-à-dire qu'il y a une diarrhée, il y a des vomissements, il y a un bronchospasme, un larmoiement. Cela est dû au venin qui porte des toxines qui sont des cholinesterasiques. L'antibiotique, l'atropine étant un anticholinesterasique, va faire effet pour lutter contre ce syndrome-là, d'hypersécrétion. Alors, c'était un peu ce que j'avais noté, cher maître. Ils sont encore 242 médecins. Oui. Bagari Tangara. Oui, allô? Oui, je suis là, c'est mon micro qui n'était pas rétabli, excusez-moi. Sylvestre, c'est ça? Anadia? Oui, Anadia Sylvestre. D'accord. Merci à notre cher maître pour la présentation. Je suis Anadia Sylvestre, urgentiste en formation au Togo. Ma question a été en partie abordée par notre cher maître, mais je voulais, si ça lui plaît bien, de nous partager son expérience dans la prise en charge des femmes enceintes, parce que c'est ça qui nous pose le problème en réanimation chez nous ici. Les femmes enceintes, ceux qui ont un âge de grossesse avancé, et certaines arrivent à accoucher, les autres, elles explosent un mort-né frais. Et bon, on arrive à récupérer les dames enceintes. Mais pour le fœtus, c'est pas aussi ça. Si on peut avoir leur expérience, ça serait un atout pour nous. Merci à vous. Merci, M. Sylvestre. Bakary Tangara. Oui, je suis avec vous, Dr Gambi, mais l'autre ne m'autorisait pas à activer mon micro là. D'accord. Ok. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, chers collègues. Et je remercie le professeur Mamadou pour la bien présentation. Donc, c'est pas j'ai une petite question. Donc, mais bon, je pense que lors de son lauréat, il a eu à survoler sa main. C'est surtout par rapport à la disponibilité des sérums antivenimeux au niveau des dépôts des pharmacies dans les différents CCRF à l'intérieur. Parce que d'autant plus que la MTN, comment dirais-je, l'envenimation maintenant est classée parmi les maladies tropicales négligées au Mali. Donc depuis un certain temps, on a vu, comme il l'a dit, dans les années 2019, là, il y avait quelques dispositions des sérums antivenimeux au niveau des dépôts répartitaires, au niveau des cercles là. Mais je pense que quelques années après, bon, ce n'est plus encore disponible hein, parce que on est face à des cas, surtout en cette période hivernale, au début des travaux champêtres là. Donc, on commence à enregistrer beaucoup d'envenimation par morsure de serpent. Et vous savez, avec la période de soudure au niveau rural, donc l'ordonnance est un peu salée. Donc, on fait face à des problèmes pour honorer les ordonnances. Je ne sais pas à leur niveau, au niveau de la troisième référence, s'ils disposent toujours des sérums antivenimeux au niveau des dépôts de pharmacie. Parce que nous, on n'en a plus. Voilà, pour en avoir aussi, donc c'est un parcours de combattant. Voilà. Et également, je venais poser toujours une autre question, c'est par rapport à la sérothérapie donc du tétanos, quoi, le sérum antitétanique, si c'est toujours d'actualité. Je ne sais pas si je n'ai pas suivi une partie de ces présentations par rapport à ça. Donc, quand même, ça m'a échappé, si c'est toujours d'actualité, quoi. Merci, cher maître. Bonne soirée à vous. Merci, Dr Tangara. On peut répondre à ces questions pour ça. Sinon, il y a Salif Tao. La transfusion sanguine est nécessaire si le venin n'est pas totalement neutralisé. Point d'interrogation. Bon, voilà. Il y a beaucoup de questions. Hein. Je crois qu'il y a encore 19 nouveaux messages. C'est long. Hein. Ah, mais les gens aussi sont là aussi pour être... voilà. Ils ont choisi d'être là pour en savoir plus. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a une particularité chez un sujet de drépanocytaire? C'est décidé de poser cette question. Et ben, il y a un dit qu'il faut arrêter les questions. Ça ne peut pas dire avec le jeu.
Merci. Professeur Koulibaly, tu peux donner des éléments de réponse? Merci, cher maître. Alors, vaccin antitétanique, j'ai vu dans le chat, et puis Bako et Dr Tangara aussi a parlé du SAT. Alors, ce que nous avons lu, c'est que ce soit la sérothérapie antitétanique ou la vaccination antitétanique, ça n'a pas fait l'objet de recommandations. Parce qu'ils disent en plus dans les papiers que le serpent n'a pas été incriminé comme étant vecteur de tétanos. Cependant, étant donné que ça pique et que le pied est dans la terre et que le serpent lui-même est dans la terre, nous avons pris l'habitude de faire la SAT systématiquement chez le patient. SAT ou bien VAT en fonction de son statut vaccinal. Mais cela n'est pas recommandé et on peut s'en passer. On peut s'en passer. Ça n'a pas été dit que c'est contre-indiqué, ça n'a pas été dit que c'est indiqué. Ça ne fait pas partie du schéma classique de prise en charge. On ne verra pas SAT ou VAT dedans. Alors, femme enceinte, qu'est-ce que nous avons comme précaution pour le fœtus? Malheureusement, il n'y a pas de précaution. Malheureusement, une fois que les troubles de la crase s'installent et qu'elle a eu le temps de faire un décollement du placenta, c'est compliqué. Si le fœtus est viable, très rapidement, si le fœtus est à terme, très rapidement, c'est une césarienne faire sortir. Mais sinon, le décollement placentaire, ce n'est pas... Voilà, le fœtus ne peut pas survivre à cela. Comment empêcher ces troubles de la crase et ces décollements? C'est mettre une sérothérapie assez rapidement en place, justement pour le prévenir. C'est pourquoi nous l'avons dit dans les indications, si vous vous rappelez, que le grade 0 ou 1, il n'y a pas d'indication à une sérothérapie, sauf si âge extrême, syndrome hémorragique présent, ou bien une grossesse en cours. Quand la grossesse est là, même à un grade 0, il faut faire une sérothérapie parce qu'on n'a pas le droit de passer, d'avoir des troubles de la crase. Alors, voilà, Dr Tangara nous a expliqué que cette disponibilité de SAV qui était là en 2019 n'est plus là. Et il a demandé qu'est-ce qu'on en a au niveau central. En tout cas, bon, là où je suis, il n'y en a jamais eu de toute façon, donc c'est compliqué. Je ne sais pas, les envenimations de serpents que nous avions au niveau du Luxembourg, on les transférait généralement à Gabriel Touré parce qu'il y avait beaucoup de disponibilité là-bas. Peut-être que Gambi nous dira tout à l'heure, est-ce que c'est encore disponible ou pas? Hein? Pas vraiment? D'accord, je pense qu'il y a professeur Django qui est là, va répondre à cette question. Très bien. Alors, il y a Adama Traoré qui a posé une question dans le chat. Je pense que la question est pour le président de la SARMU, ce n'est pas pour moi. Il demande est-ce que la SARMI a des dispositions pour que la SAV soit disponible sur l'étendue du territoire. Vraiment, je pense que les patrons de la SARMI sont là. Moi, je passe la messe. Alors, docteur Moumini demande est-ce qu'il y a une immunité après morsure de serpent? Chez l'homme, je ne pense pas. En tout cas, nous n'avons pas, au cours de la lecture, nous n'avons pas vu ça quelque part. Mais je pense que chez le cheval, oui, il y a la production d'anticorps. D'ailleurs, ces anticorps que les industriels fabriquent pour nous donner des SAV. Mais est-ce que ça existe chez l'homme? Je ne sais pas. La particularité chez le drépanocytaire. Alors ça, c'est une très grande question. Je pense que fortement, il y en aura des particularités chez le drépanocytaire qui est déjà une maladie hématologique. Hein, mais je ne pourrais pas répondre à cette question. -là. Merci, cher maître. Ok, voilà, je crois que, Dr Gambi, on va essayer de recentrer le débat là encore. Oui. On revient sur les grandes questions, on va les recenser. D'accord. On va recenser les grands problèmes, c'est ça aussi, c'est pas l'étalage de connaissances, c'est de façon pratique, qu'est-ce que les gens peuvent tirer de cette présentation et être profitable au patient. Voilà, c'est toute l'essence de cette affaire-là, de cette EPU, de cette formation continue. Je voudrais renouveler mes remerciements à cette 7e promotion avant que je ne fasse mes commentaires. Mais quand même renouveler mes remerciements à cette 7e promotion de Numerus Clausus pour avoir ouvert cet espace d'échange et de formation continue. C'est excellent. Je vous encourage vivement. Si le concept n'est pas clair, le traitement sera le chaos. Moi, je suis convaincu de ça et j'irai dans ma tombe avec ces concepts. Un médecin qui n'a pas de concept clair fera un tâtonnement thérapeutique. Avant de développer les grandes questions qui se posent, je crois que vous m'avez dit que le procès d'envoi est arrivé. Il y a des questions, il s'est référé beaucoup au CHU Gabriel Touré et principalement au service des urgences.
Professeur Django, si vous êtes là, il y a des questions et ton commentaire sur la présentation. Merci. Bonsoir, bonsoir professeur Koulibaly. Bonsoir les deux professeurs Koulibaly. Merci. Bonsoir à tous ceux qui écoutent, suivent cette belle présentation faite par le professeur Koulibaly Junior. Alors, il faut déjà qu'on comprenne que le serpent, il mord dans deux conditions. Il mord parce qu'il estime qu'il a été attaqué, donc il se défend, ou il mord parce qu'il a faim et il voit une proie qui est là et il la mord. Donc, en dehors de ces deux situations, le serpent, il ne mord pas. Et vous comprenez aussi aisément que dès lors que le serpent, il a mordu, si jamais on l'attaque immédiatement après la morsure, et qu'il se défend, il va mordre, mais il ne pourra plus éjecter du venin. Donc ça explique un peu les morsures blanches en fait, ce qu'on dit morsures blanches. Donc ça c'est vraiment capital à savoir. La deuxième notion à savoir, ça aussi il y a une question qui avait été posée. Alors qu'en est-il du sérum antivenimeux? Jusqu'à une date récente, le sérum antivenimeux est disponible partout. J'ai dit bien partout au Mali, parce que c'est une subvention de l'État. En tout cas, nous, on faisait juste des bons. Au niveau de la direction du centre d'immunisation, eux, on nous ravitaillait. Chaque semaine, on nous donnait à peu près 50 flacons. Et nous avons une certaine traçabilité où les patients qui recevaient ce sérum antivenimeux, on l'identifiait, on donnait son quartier, on donnait sa ville, et pour qu'à la fin de l'eau qu'on nous met à disposition, on puisse le justifier auprès de la Direction nationale de la santé. C'est ce qu'on faisait et on n'avait pas de problème à l'époque. Donc ça aussi, c'est une notion à retenir en tout cas au Mali. Et quand j'ai posé la question, on me dit que c'était disponible partout au Mali. C'est l'État malien qui le payait. Troisième question, c'était par rapport à la dose. Je pense que là aussi, quand on regarde un peu l'intervention du professeur Koulibaly, il a dit que il y a des terrains particuliers, et parmi ces terrains particuliers, il y a l'enfant. Je sais que ça fait l'objet de beaucoup de discussions. J'ai eu la chance d'assister à une présentation du professeur Chipo. On sait que toute sa vie n'a travaillé que sur les morsures de serpent. À l'époque, ce qui avait été arrêté, c'était de donner la demi-dose aux enfants. Mais moi, j'insiste beaucoup plus, pas sur la dose qu'on donne, la dose d'induction, que j'appelle la dose d'induction. Ce qui est important, c'est en fait le suivi. C'est beaucoup plus le suivi qui est important. C'est pas parce qu'on a donné une dose et que le problème est réglé. Non. Il faut donner la dose, mais il faut savoir que cette dose ne règle pas le problème et donc il faut s'attendre à donner d'autres doses. Du coup, est-ce qu'il y a une posologie fixe? Ça n'existe pas. Il n'y a pas une posologie qui consiste à dire que à un patient, si on lui donne 3 flacons, c'est fini, le problème est réglé, ça n'existe pas. Moi, j'ai l'habitude de donner à un patient jusqu'à 20 flacons. D'accord? Donc ça aussi, c'est une notion à intégrer en matière de morsure de serpent, parce que l'enfant, il y a une particularité, il y a une différence en termes de beaucoup de choses. Hein. Ça, on le sait tous. Disponibilité d'eau, le volume de distribution, l'immaturité hépatique, il y a plein de trucs qui font que sur l'enfant, c'est quand même un terrain particulier. La corticothérapie, ça aussi c'est revenu dans les discussions. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a vraiment pas de place. Je me rappelle, il y a 15 ans, avant de donner le sérum antivenimeux, il y avait 2 produits qu'on te demandait d'avoir. Il faut avoir les corticoïdes d'une part et d'autre part, il faut avoir de l'adrénaline. Il faut disponibiliser ces 2 produits. Franchement, aujourd'hui, ce problème ne se pose pas parce qu'on a des venins des sérums antivenimeux qui sont purifiés. Donc, nous, ça fait quand même bientôt plusieurs années, on n'a pas eu d'accident en utilisant ces molécules. Donc, ça, c'est très important à retenir. Alors, quel est le sérum antivenimeux qui est disponible chez nous? C'est ce qu'on appelle le Favafric. Celui-là qui est disponible chez nous. C'est un sérum antivenimeux polyvalent parce qu'il couvre 3 types de serpents. Il y a les vipéridés, il y a Nadia et il y a le Mamba. Donc, en fait, c'est les vipéridés et les élapidés. Ils couvrent les deux en réalité. Et c'est celui-là qui est disponible chez nous. Donc, on n'a pas de crainte à dire, bon, je ne connais pas le serpent qui a mordu. Est-ce que le sérum antivenimeux que je vais utiliser va être efficace ou pas? Il ne faut pas vous inquiéter, donnez-le. Il marche. J'ai dit, mais il marche. Et peut-être ma dernière intervention, c'est par rapport au suivi. C'est très important ça aussi.
c'est vraiment la pathologie, je dirais comme ça, hein, c'est vraiment la pathologie qu'on peut soigner, que si vous soyez dans l'hôpital le plus huppé ou que vous soyez dans le centre le plus reculé du pays. Pour peu que vous avez le sérum antivenimeux et pour peu que vous ayez un tube sec. Ça ne sert absolument à rien, je dis bien ça ne sert absolument à rien de rentrer dans la logique qui consiste à dire je vais faire le TP, le TCA parce que le résultat il est attendu. Il est attendu le résultat. Si vous avez un patient qui est mordu par une vipère qui arrive chez vous, qui est au grade 2, grade 3, vous savez pertinemment que vous allez avoir un TP qui est effondré. Ça ne sert à rien de le faire dépenser. Donc, ces patients, il faut les monitorer essentiellement avec le tube sec. Il arrive, vous faites un prélèvement, comme il a dit, vous les laissez se reposer au bout de 20-30 minutes, vous regardez est-ce que le caillot est formé, il n'est pas formé. Il n'est pas formé, vous donnez votre dose. 4 temps après, il faut refaire la même chose. Si vous n'avez pas de caillots, donnez encore votre dose. Et ça, il faut le répéter plusieurs fois. Ça, c'est très important à retenir. Et pour finir, on a parlé de la transfusion. Ça aussi, il faut faire énormément attention. Oui, si vous avez un patient qui rentre avec un taux d'hémoglobine qui est très bas, oui, il faut remonter son taux d'hémoglobine. Mais faites énormément attention. C'est pas parce que vous avez donné du PFC que vous avez réglé son problème. Et ça, on peut là aussi le monitorer. Vous prenez un patient qui est mordu, vipéridé, qui est grade 3, donc qui saigne. Vous lui donnez du PFC, vous faites son TP, vous allez voir son TP au zénith. Mais son TP va s'écrouler dans les 30 minutes qui suivent. Donc c'est un leurre. Je dis bien c'est un leurre. Ça ne sert absolument à rien de donner du PFC à ces patients, il faut leur donner du sérum antivenimeux. Voilà, donc je terminerai par remercier tous ceux qui ont organisé cette belle rencontre. Et en tout cas, c'est un plaisir, même si ça m'a empêché de dormir. En tout cas, voilà, je remercie ceux qui ont organisé cette belle initiative. Et je remercie le professeur Mohamedou Koulibaly pour cette présentation qui est très très didactique, très très pédagogique. Même s'il s'est gardé quand même de faire sortir les doses qu'il faut donner. Et j'allais terminer, excusez-moi, si vous avez un patient que vous avez classé grade 3, je dis bien grade 3, qui est en train de saigner, là aussi toutes les recommandations vous disent qu'il faut aller à la double dose. Si vous allez à la dose unique, vous allez prendre du retard, il faut aller à la double dose. Et ça va vous permettre de gagner sur le venin qui est circulant. Ça aussi, il faut le... Voilà. Merci beaucoup. Ok. Merci. Donc, je commence là où Django a laissé. Effectivement, entre la sérothérapie, la transfusion sanguine, les plasmas frais congelés, c'est qu'en théorie, il faut les mettre après avoir mis le sérum, pas avant. Ça ne sert à rien, c'est une peine perdue. Quand vous mettez le plasma frais, le PPSP, le facteur 7 avant de mettre le sérum antivenimeux, la démarche, elle n'est pas cohérente. Donc, je renforce ce que Django disait, la priorité aujourd'hui, le traitement qui vaut la peine d'être communiqué dans les amphithéâtres de formation, c'est rendre le sérum antivenin disponible en tout lieu, en tout moment. Maintenant, dans les protocoles formalisés, validés, la dose, c'est 4 à 5 doses, c'est que vous n'êtes pas efficace. On peut ne pas couvrir tous les serpents. Et il y a variabilité de la toxicité des venins en fonction des régions. Le même type de serpent peut être venimeux au Mali, ne pas l'être en Côte d'Ivoire dans la forêt. Donc, il y a des variabilités, on est appelé médecin du monde, donc on peut circuler partout. Donc, c'était là que je voulais commencer. Mais maintenant, ce que je voulais dire à tout, concernant la problématique de la morsure du serpent, je crois que les recommandations de l'OMS 2024, en septembre 2024, précisent les choses en termes de problématiques de santé publique. Environ 150 000 décès par an, et essentiellement dans les 3 continents Afrique, Asie et Amérique latine. Et c'est l'Asie qui bat le record, principalement l'Inde. Et en termes de protocole de recherche, en termes d'expérimentation, dans le monde, l'Inde est à l'avant-garde du monde scientifique. C'est l'Inde qui garantit maintenant les recherches, et toutes les recherches se font en Inde sur l'environnement chauffage. Il y a à peu près 58 000 cas de décès en Inde par an. Donc, ils sont très avertis et la recherche est bien développée. La question fondamentale qui est restée sans réponse exacte,
Ça, c'était par rapport à la femme enceinte. Il y a 3 paramètres qu'il faut intégrer. La gravité de l'envenimation, l'état de la mère de l'enfant et le déroulement. Si une femme est déjà en travail, ça dépend de l'évolution du stade du travail. Faut-il aller faire une césarienne? Donc, la question est répondre oui ou non, être oui ou non dichotomique, ça ne marche pas. C'est une dynamique entre la sévérité de l'envenimation, les délais qu'on a, la précocité de la prise en charge, l'état de la mère de l'enfant, est-ce qu'il y a des signes de détresse? Est-ce que l'accouchement par voie basse, est-ce que le travail était déclenché? Il faut intégrer tous les facteurs. Je crois que la question a été posée par nos collègues du Burkina ou du Togo. Je crois que la réponse n'est pas oui ou non. Hein. Non, c'est une dynamique. Vous allez vérifier les recommandations de l'OMS 2024 encore, je vous l'ai dit. Concernant le sérum antivenimeux, normalement, il doit être monovalent. Mais dans les pays à revenus faibles, on n'a pas les moyens, les ressources nécessaires. Plus le sérum est polyvalent, plus il ouvre les portes aux réactions au sérum. C'est ça le problème. Le monovalent est mieux. Encore, ils sont en train d'améliorer la production de sérum antivenimeux. Maintenant, c'est les nanocorps. Il ne veut plus utiliser les animaux pour produire. Parce que c'est ça les réactions immunitaires qui expliquent. Elle est d'origine équine. Donc, ça aussi, c'est une autre question qui a été longtemps posée. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais le sérum antivenimeux, je mets un bémol de ce que Django a dit un peu. Quand vous êtes en périphérie, le tube sec, la coagulation ou pas, est-ce que le coagulum est solide, n'est pas solide, c'est un argument. Mais quand vous êtes dans un hôpital, le labo à votre portée, vous êtes dans une clinique qui a les moyens, il faut toujours faire les paramètres biologiques, les références, pour savoir si on évolue bien, si on n'évolue pas bien dans les centres positifs. Maintenant, je vais arriver à une autre question qui a été posée. La corticothérapie, on met dans la poubelle, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le sérum antivenimeux, antivenin, si vous voulez bien. Si vous n'avez pas à votre disposition l'adrénaline accessible, c'est une faute. De la réaction anaphylactique à choc anaphylactique, le monde entier est convaincu sur là-dessus. Nous, on ne peut pas, dans l'enseignement post-universitaire, il faut intégrer. Et même les corticoïdes, il faut les rendre disponibles dans la gestion du choc anaphylactique. Les gens vont vous dire on n'utilise pas ces jetés dans la poubelle, mais ils en ont dans leur service. Donc il faut intégrer ça aussi. Dans la gestion du choc anaphylactique, du choc anaphylactoïde, on peut être amené. Quand vous voyez sérum antivenimeux, le malade est en train de sibiler, il n'a pas de tension, je crois qu'il faut mettre en combinaison toutes les stratégies thérapeutiques. Donc c'était un peu de bémol que je voulais mettre. Il a dit, mais dans une version, c'était juste, mais il faut que ça soit disponible dans votre service. Vous n'avez pas le droit de mettre sérum antivenimeux si vous n'avez pas la... Les gens vont même à perdre une ampoule du lait gardée à raison de Allô, professeur Koulibaly? Allô? Allô? 0,1 mg par cc au lit du malade, que d'aller chercher des choses de pratique concrètes qu'il faut utiliser. Ce qu'il faut revoir, c'est la solubilité de dilution. Mais la dose initiale, le sérum agressé, il veut immobiliser ça. Ah oui? Allô? Allô? Oui, professeur, on vous reçoit. Je pense que on a un problème de connexion. Oui, le son n'est pas trop stable. Allô, bon. Professeur, vous nous recevez? Allô, oui. Hein? Oui, c'est bon maintenant. On vous reçoit. Donc, tu peux continuer? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Concernant la posologie du sérum antivenimeux, comme l'a dit mes prédécesseurs Django et Koulibaly Mahamadou, vraiment dire qu'il y a cette posologie du sérum antivenimeux qu'il faut administrer chez l'adulte et l'enfant, je ne crois pas à cette notion. C'est l'évaluation clinique, le monitorage qui vont te guider. Comme je l'ai dit, le serpent n'a pas une dose pour l'enfant et une dose pour l'adulte. Si tu veux neutraliser les toxines, il faut mettre la même quantité, mais seulement c'est le volume de dilution du sérum antivenimeux qu'il faut revoir. Si c'est chez un nouveau-né, il ne faut pas lui balancer les 100 ml comme c'est écrit dans le document. C'est adapté au poids de l'enfant quand même. On ne balance pas 100 ml chez un enfant qui n'a même pas 6 mois, qui n'a pas 2 mois, qui n'a pas
voilà, vous comprenez le reste. Mais quand vous avez des sérums spécifiques, l'idéal c'est ça. Mais quand il y a des sérums polyvalents comme nous, chez nous, les sérums de l'Amérique latine, de l'Inde, bon, Femme Afrique, je crois que ça existe, mais c'est trop cher. Mais aussi, je voulais dire que le sérum est disponible et l'État malien a pris les dispositions pour rendre le sérum anti-venin disponible. Et ce n'est pas payant. Mais malheureusement, les gens, ils sont trop habitués à prescrire pour le privé et les parents vont payer au privé. Sinon, l'État malien a pris toutes les dispositions réglementaires pour rendre. Et d'ailleurs, l'OMS a déclaré l'envenimation par morceau de serpent comme une maladie tropicale négligée. Et c'est intégré depuis 2019. Et il y a une stratégie de l'OMS avant 2030 d'éliminer, de réduire au moins la mortalité et le nombre de cas substantiellement des morceaux de serpent. Donc voilà un peu les questions qui partaient, qui revenaient chez la femme enceinte. Quand le saignement est sévère, quand la morsure, l'envenimation est sévère, avec des troubles de la coagulation vertueuse, il ne faut pas laisser la femme accoucher, elle ne peut pas coucher, il faut aller au bloc. Quand l'état de ça c'est l'envenimation. Par rapport à la mère et à l'enfant, l'état de la mère et de l'enfant est des éléments déterminants. Quand quelqu'un vient d'être mordu et qu'il arrive à l'hôpital, il a déclenché le travail avec le stress de l'envenimation, avec la peur et l'anxiété. Si l'accouchement évolue bien, s'il n'y a pas de risque de saignement abondant pour compromettre le pronostic vital de la mère et de l'enfant, il faut le laisser accoucher. Et en mettant tous les traitements qu'il faut, la sérothérapie, le médicament comment on appelle ça là, le Tranaxa, il faut le mettre, et les traitements symptomatiques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, docteur Gambi. Tout a été dit par Koulibaly et Django a ramassé ce qui était question posée. Le sérum antivenimeux, je crois que ça existe dans tous les systèmes de santé du Mali. Il faut savoir que ça existe. Si ça n'existe pas, il faut demander à la direction régionale de la santé de prendre les dispositions pour rendre disponible le sérum antivenimeux. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai pris en compte. Et encore une fois de plus, je renouvelle mes remerciements à votre groupe là. C'est intéressant. Et je félicite Koulibaly pour sa belle présentation. C'était long, mais voilà, comme l'a dit le professeur Django, il a oublié de donner la posologie du sérum antivenimeux. C'est pourquoi les gens lui ont posé la question. Et en tout cas, j'ai dit, quand vous avez un mordu de serpent, si vous ne savez pas l'espèce, vous ne savez pas de quel type de serpent il s'agit, s'il commence à chuter ses paupières, l'arrêt respiratoire est dans l'antichambre. Il va s'arrêter si vous ne faites rien. Et rien que l'eptosis, c'est un signe d'alerte. Il faut aller vite. Comment c'est ça? C'est rostrocode, et ça va de la tête à la queue. Rostrocodal. Ça va de la tête. Il va paralyser le haut en bas. Donc, si ça arrive au diaphragme, il va faire son arrêt respiratoire infailliblement. Donc, il faut être vigilant. Et dès que vous avez un mordu de serpent, regardez les sites de la morsure, la trace des crochets. Est-ce qu'il y a des léchymoses? Est-ce qu'il y a une petite douleur? Est-ce qu'il y a l'édème? Il y a des malades qui te déroutent carrément, c'est les signes digestifs qui se mettent au devant du tableau clinique. Et tu es dans le... Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. Je ne sais pas si les uns et les autres sont satisfaits des questions qui ont été posées, les éléments de réponse donnés par Koulibaly, par Django, par moi-même. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous allez communiquer nos contacts aux différents intervenants. Les questions, on peut continuer à les répondre. À la limite de connaissance. D'accord, merci professeur. Merci professeur. Si vous permettez, juste une petite question. Est-ce que nous, médecins généralistes, on peut retenir d'un protocole de la prise en charge d'un cas d'envenimation par morsure de serpent? Si le médecin se trouve à Sikasso, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement en 2 phrases, s'il vous plaît? Voilà, je crois que Koulibaly l'a dit. En matière de morsure de serpent, il y a les règles fondamentales. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On est là, on n'est pas là pour... Il ne faut pas aggraver les tableaux cliniques. Le médecin n'est pas là pour aggraver. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Tout ce qu'il faut éviter, c'est des... Il ne faut pas mettre de garrots, il ne faut pas mettre de cautérisation, il ne faut pas faire de... Voilà, il faut enlever les bagues, ça c'est le premier. Tout médecin, tout soignant doit pouvoir faire ça. Et évaluer la gravité. La réalité de la morsure d'abord. Elle est mordue. Quel est le délai? Quelqu'un qui vient d'être mordu sur le sujet, on l'amène, tu ne verras pas de signes d'envenimation. Donc il faut impérativement, dans les autres pays, quelqu'un qui est mordu serpent, on l'observe au minimum 24 heures. On peut être rassuré au bout de 4 heures, 2 heures, 4 heures de temps qu'il n'y a pas de signes d'envenimation.
Mais les règles, c'est d'observer 24 heures, au moins 12 heures, pour voir s'il n'y a pas d'évolution. Donc, il doit examiner le malade. Si le malade arrive en retard, lui doit évaluer les stades évolutifs. Est-ce que c'est grade 0, grade 1, grade 2, grade 3? Et ça, c'est toujours partout. S'il veut, on peut l'envoyer ça, le tableau de gradation des envenimations. Donc, dès il n'a qu'à demander à sa structure, la pharmacie, de mettre à disposition du sérum antivenimeux. S'il estime qu'il est grade 2, 3. Le grade 1, il y a des réserves. Grade 1, chez une femme enceinte, les gens mettent du sérum antivenimeux. Antivenin. Donc, il y a des malades pour lesquels, si le terrain n'est pas stable et qu'il y a des risques, s'il a une pathologie à risque hémorragique, ulcère gastro-duodénal, tumeur qui peut signer facilement, même si les grade 1, il y a des protocoles qui admettent de mettre le sérum antivenimeux. Parce que c'est une question de risque évolutif. Donc, mais lui, ce qu'il doit savoir, c'est de faire de faire le diagnostic qui a morsure de serpent et qui a envenimation, parce que toute morsure n'entraîne pas une envenimation. Il y a des morsures blanches parce que le serpent n'est pas venimeux. Il y a des morsures blanches parce que le serpent a piqué plusieurs personnes à la fois en même temps. Donc, le premier, il aura la bonne dose, les autres n'auront pas de dose de venin, donc ils ne vont pas avoir de problème. Donc, voilà ce qu'on demande. Et il doit mettre le sérum antivenimeux, prendre une voie venue sûre et s'assurer qu'il n'y a pas de réactions systémiques, digestives, neurologiques, cardiologiques et puis hématologiques. Voilà les 4 éléments qui... Je ne sais pas si j'ai été clair, sauf si les autres peuvent donner un complément d'information qu'il doit avoir. Django est toujours là? Merci, cher maître. Voilà. Si je suis là, à ce que tu as dit, il n'a qu'à simplement ajouter là-dedans l'épreuve du tube sec. Il faut qu'il n'oublie pas ça, l'épreuve du tube sec. Oui, ok. Voilà. Voilà. Donc, Gambi, voilà. Cette tube sec-là, le tube sec est partout. Elle est disponible partout au Mali. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant, bien sûr. Oui, la paillage c'est à côté. Vous prélevez, pas de lumière, vous déposez au bout du truc, vous venez regarder. Si ça ne coagule pas, il est en train de faire un syndrome vipérin probablement. Mais attention, j'ai dit, c'est un piège diagnostique. Tout ce qui saigne n'est pas forcément uniquement vipérin. Tout ce qui paralyse n'est pas forcément élapidé. Il faut sortir de cette logique. Entre les deux, il y a des tableaux qu'on appelle des tableaux bâtards. Vous m'excusez du terme sur ce réseau. Il ne faut pas être focalisé. Oui, c'est vipérin, il y a les trucs de l'hémostase, c'est l'édème, c'est extensif. Non, sortez de ça. Et le sérum antivenimeux aussi, j'ai voulu dire, quand quelqu'un est mordu au visage, au tronc, plus c'est céphalique, plus il faut anticiper sur le sérum antivenimeux. Ça, c'est stratégie. Parce que la diffusion est rapide. Plus proche du cœur, ça diffuse rapidement et les lésions de nécrose, de loge sont dramatiques quand la morsure survient dans la partie céphalique. Il faut anticiper. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, merci professeur. Je ne doute pas que cette présentation va améliorer la qualité de la prise en charge dans nos différentes structures. Soyez-en remerciés. Donc, je suis sûr que aussi les portes sont ouvertes si on veut faire des stages de perfectionnement dans vos différents services, que ce soit les services d'accueil des urgences, oui, mais la réanimation. Aussi des trucs. On peut les donner. Il peut poser des questions. Il faut continuer à poser des questions en donnant nos contacts. D'accord. En tout cas, merci. On va échanger quoi. Les personnes détenteurs uniques. Tout à fait. Il y a une question aussi que les types de serpents, le service de MRTC de Bamako à la fac de médecine a la cartographie des types de serpents par région au Mali. Ils ont fait une belle étude qui a été publiée d'ailleurs avec le professeur Dabo et l'équipe de Ogovara. Merci, professeur. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier le professeur Coulibaly Mahamadoun pour ses explications passionnantes et sa démonstration sur la question. Et la SARMI Mali aussi est à féliciter pour animer ce thème transversal. Donc, soyez-en remerciés. Donc, aujourd'hui, bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Je joins ma voix à tout le monde. Et au nom de la 7e promo, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Sarmi Mali, notre frère, ami, collègue et collaborateur, le professeur Amadou Diko,
qu'il repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis Firdaus. Merci. Donc, si le professeur aussi a des mots de condoléances pour la famille Diko, je pense qu'on peut profiter de l'occasion. Diko, bon, j'étais le dernier à partager avec lui les derniers mots presque le vendredi. J'étais le premier à les trouver dans la situation pas du tout aisée. Du coup, c'était l'incarnation de l'humilité. Il avait des valeurs inestimables. Il ne m'a jamais dit non. Il ne m'a jamais haussé le temps avec moi. Discret, disponible, disponibilité totale. C'était l'aiguilleur du service. Je ne peux que demander au pourvoyeur de la belle lumière de le pardonner. Nous, on le pardonne. On estime que le bon Dieu va lui accorder le paradis, qui sera sa dernière lumière. Union de prière pour le repos de l'âme du professeur Diko. Je vous remercie. En tout cas, merci, professeur. Nous remercions à tous les participants. Nous tenons à vous remercier, sans doute ici le professeur Koulibaly, le professeur Diango et vous-même le président de la CERMI Mali. Soyez en remerciés. Donc, bonne soirée.